tous, bienvenue sur cette session Tech Talk épisode 2, côté Illumio. Donc merci de nous avoir rejoints sur cette session, sur laquelle on va pouvoir, discuter et parler de la partie, visibilité, d'Illumio, donc visibilité des flux réseau, cartographie. Je rappelle donc, qu'on a déjà réalisé l'épisode 1, hein, ça semble logique, il y a à peu près 2 semaines de ça et qui portait sur la partie labellisation qui est l'une des étapes clés, et l'un des différenciateurs donc, de la partie cartographie que peut apporter Illumio. Je vous encourage à la consulter, c'est une session qui est en ligne. Vous pouvez donc aussi, vous inscrire, sur le dernier slide de cette présentation, vous retrouverez les informations pour aller, voir et revoir les sessions précédentes. À date, il n'y a que donc cet épisode 1, mais c'est donc les Tech Talks, c'est vraiment une série de petites sessions d'une demi-heure environ qui va nous permettre de traiter des cas particuliers ou des exemples spécifiques concernant, en l'occurrence ici, les solutions Illumio pour la partie visibilité et micro-segmentation. Le sujet du jour du coup, on va reprendre cette partie labellisation parce que la dernière fois sur notre premier épisode, j'avais fait beaucoup d'explications, beaucoup de théories, et quelques slides, mais j'avais pas eu le temps de traiter la démonstration et du coup, l'objectif ici, ça va être de reprendre ces petits exemples, ces informations qui peuvent être, positionnées et définies, pour la partie labellisation et ensuite on rentrera dans le sujet de la visibilité avec quelques slides, mais en fait l'idée ce sera quand même d'aller dans la console et de vous montrer un petit peu la visibilité qu'on peut attendre des solutions Illumio. Alors, d'ores et déjà, on va commencer donc par la partie démonstration sur les labels. Les labels, hein, pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là il y a 2 semaines, la gestion des labels, ça nous permet en fait d'avoir ce type de choses. Alors même si je le redétaillerai ensuite, mais donc de ne plus traiter des données qui sont techniques comme une adresse IP, mais des données qui sont logiques et donc de nous permettre d'identifier et de cartographier ensuite des éléments qui vont être basés sur de la logique, sur du métier. À quoi sert ma ressource au sein de mon infrastructure et avec quel autre type d'environnement et d'infrastructure est-ce que ça discute, basé encore une fois sur de l'étiquetage pour identifier ces flux et avoir une notion d'agilité dans nos règles. Donc au niveau des labels, pour commencer par là, et c'était le sujet, je le disais, d'il y a 2 semaines, les labels, c'est donc des étiquettes. Okay, certains appellent ça des tags, des balises. On appelle ça chez nous des labels. Et donc ces labels, ils vont avoir donc un type et un contenu, une clé et une valeur. La clé ou le type, ça va être la famille en fait de labels qu'on va traiter et qui va nous permettre d'avoir nos points de pivot. Et puis la valeur, c'est dans ce label-là, qu'est-ce que je mets. On a donc 4 labels par défaut qui sont disponibles. Alors, cette plateforme, je n'ai pas les accès en écriture, donc je n'ai pas la visibilité sur tout, mais globalement, si je prends ici ces types de labels hein, que je peux filtrer ici, voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui nous ont été définis. On retrouve nos 4 labels par défaut. Pour rappel, nos 4 labels par défaut qui sont pré-embarqués, qui sont directement disponibles, ça va être la localisation, l'environnement, l'application et le rôle. La localisation, où mon application se situe-t-elle? Est-ce que c'est dans un cloud? Est-ce que c'est dans un site, un data center particulier? C'est une information qui peut être en tout cas pertinente pour identifier des flux qui iraient d'une localisation à une autre localisation. La notion d'environnement rentre plus sur la notion de production, développement, recette, éventuellement des environnements réglementaires, mon environnement PCI, mon environnement NIS2, mon environnement DORA, qui sont des environnements que je vais vouloir cloisonner ou sur lesquels je vais vouloir définir des règles spécifiques. Et donc tous ces objets, tous ces labels, hein, toutes ces familles de labels vont me permettre justement de définir mes règles et d'avoir une visibilité qui soit dépendante de mes données techniques et de mes données métiers. La notion d'application ensuite, hein, mon application de ressources humaines, mon application de finance, mon application de support technique ou de ticketing, etc., que je vais donc regrouper dans mes bulles applicatives, au sein desquelles je retrouve les notions de rôle. Dans mon application de ticketing, j'ai peut-être une base de données, j'ai peut-être un serveur frontal web, j'ai peut-être des serveurs intermédiaires pour différentes intégrations ou différentes communications. Et donc, chaque rôle vient composer donc un usage au sein d'une application qui elle-même est au sein d'un environnement, qui lui-même est au sein d'une localisation.
Ok. Donc ça, c'est mes 4 niveaux de labels par défaut, mais après, on peut enrichir ces dimensions, enrichir ces labels et avoir d'autres types. On voit ici, par exemple, qu'ils nous ont créé d'autres types de labels. Si je prends un très simple et pour l'imager, un label de type, justement, dans lequel ici, il nous donne deux exemples. J'ai un type endpoint et j'ai un type serveur. Ça va me permettre quoi, hein? Encore une fois, il faut réfléchir dans ces labels. Ça va me permettre de créer des règles, ça va me permettre de visualiser typiquement une communication d'un endpoint vers des serveurs. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pertinent? Je ne sais pas. En tout cas, l'exemple ici, il est quand même intéressant. On pourrait tout à fait avoir, ils l'ont pas mis ici par défaut, mais les systèmes d'exploitation. Est-ce que c'est un Windows? Est-ce que c'est un Linux? Est-ce que c'est un OS propriétaire de défini? Parce que sur ces OS, je peux très facilement ensuite travailler en disant bah oui, si c'est un OS Windows, bah oui, il a le droit de parler avec mon Active Directory, alors que mes serveurs Linux, eux, ils n'ont pas le droit de parler nativement avec mon Active Directory. Et donc, ça me permet un petit peu de sanctuariser les différents environnements, les différentes applications qui pourraient être nécessaires. Et donc, toujours penser, les labels, ils ont un rôle à porter. C'est pas juste pour mettre une étiquette, hein, c'est pas de la décoration. Le label, il est là pour apporter un niveau, un point de pivot, un niveau de segmentation, un niveau de contrôle qu'on va pouvoir adresser. Et donc ces étiquettes, elles sont dans un premier temps, on va dire, volatiles, et elles peuvent avoir aussi des sens communs. Par exemple, on peut aussi les regrouper, donc avoir ce qu'on va appeler des labels groupes. Ces labels groupes, en fait, l'objectif d'un label groupe, c'est regrouper justement des entités. Par exemple, encore une fois, il faut penser règles, règles nécessaires. Si j'ai par exemple, j'ai différents sites, j'ai un headquarter, j'ai un site en Asie, un site en Europe, un site aux US, bah, je vais avoir ces différentes localisations parce que je peux en avoir besoin dans mes règles de segmentation, je peux en avoir besoin dans mon, dans ma délégation, etc. Donc, je vais créer chacun de ces labels, mais j'ai peut-être des règles aussi qui concernent tout le monde, qui concernent toutes les labellisations. Et donc, plutôt que de devoir créer et multiplier mes règles, bah, je vais créer un groupe qui s'appelle tout le monde ou toutes les localisations. Je vais mettre tous mes labels à l'intérieur et comme ça, je pourrais créer des règles directement basées sur mon label groupe qui serait tous les environnements. Donc, les labels groupes, ça va me simplifier la vie aussi, ça va m'apporter de la souplesse en termes de gestion. L'objectif premier d'un label, même si dans la présentation, et je vous invite à y retourner, on peut adresser des labels sur tout un tas d'objets hein, et les utiliser dans un certain nombre de critères. Le premier des critères quand même, celui qui va nous intéresser le plus, c'est labelliser nos workloads, okay, nos serveurs, nos entités, nos ressources. Et donc ces serveurs hein, qu'on vient identifier parce qu'on installe un agent dessus ou parce qu'on vient les découvrir au travers de notre cartographie. Globalement, ici, vous voyez dans la liste, on a des machines marquées Connectivity Online. Quand on a cette information-là, c'est que cette machine, elle possède un agent, notre fameux VEN, et on aura un des épisodes de ces Tech Talks qui parlera vraiment de la partie architecture. Notre VEN, il est installé et du coup, on a cette machine qui est dite online ici. On s'aperçoit pour autant qu'on a des machines indiquées unmanaged. Unmanaged, ça veut dire que je n'ai pas d'agent. Mais cette machine, je l'ai vue apparaître sur ma cartographie parce que bah, elle discute avec un de mes agents ou un de mes agents discute avec elle. Okay. Ces machines-là, je peux donc les catégoriser, les définir comme des unmanaged workloads et pouvoir ensuite les labelliser. Encore une fois, l'objectif, c'est de leur donner un rôle. Je n'ai peut-être pas d'agent dessus, mais ce n'est pas grave. Ma sécurité, elle va être portée par les éléments, les agents qui sont autour d'elle. Donc, même si je n'ai pas d'agent, je suis capable de voir et je suis capable de contrôler avec qui elle va pouvoir parler et qui va être capable de lui parler. Il faut bien identifier ces workloads, les workloads avec agent, les workloads sans agent, mais dans tous les cas, on sera capable de les labelliser. Vous voyez ici sur la colonne de droite, ben, chacun de mes workloads possède un certain nombre de labels basés sur un certain nombre de types. Celui-ci, par exemple, si je retrouve mes différents labels de base, mes 4 labels de base, il est en Californie dans un environnement de production. Il s'occupe de l'application de gestion des assets et c'est un serveur web. On a rajouté des étiquettes additionnelles pour avoir une meilleure visibilité, une meilleure compréhension. On sait que c'est une machine de type serveur qui est basée dans la business unit commerce et qui est actuellement considéré comme clean. Alors, on peut se poser la question, clean, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que ce type d'outil comme Illumio, hein, il nous permet de sécuriser les environnements, il nous permet de cloisonner des environnements et de fonctionner aussi en mode réactif
si on a identifié qu'une machine a été compromise, typiquement ce label-là, on viendrait le changer manuellement ou automatiquement par des règles d'automatisation, de clean à compromise ou je ne sais quelle terminologie, et automatiquement l'intégralité des règles de sécurité basées sur ce label-là viendrait pouvoir se mettre en œuvre et faire en sorte qu'une machine vue comme compromise est complètement isolée du réseau. Plus personne ne peut parler avec elle, elle ne peut plus parler avec personne, sauf peut-être les équipes de décontamination, les équipes de incident response, qui seraient capables d'aller se connecter sur des protocoles identifiés, mais ce serait la seule possibilité. Donc, on s'aperçoit l'agilité que ça produit, hein, c'est-à-dire que simplement en changeant un label, on va pouvoir dynamiquement modifier l'intégralité de nos règles de sécurité sur l'ensemble des composants qui sont gérés par Illumio. D'où l'importance vraiment de ces labels au sein de l'architecture. Donc on vient associer ces labels, et ces labels, on peut les associer soit directement quand on déploie notre agent, on peut les associer manuellement ensuite, on peut aussi les associer basés sur des critères. Donc on a ce qu'on appelle des labeling rules. Ces labeling rules, en fait, elles vont nous permettre de définir, on n'a pas d'exemple ici, euh, mais elles vont nous permettre de définir des conditions et des règles de labellisation automatique. Donc ça peut être sur du nommage, ça peut être sur la plage IP dans laquelle elle est, ça peut être sur des critères qu'on va venir identifier sur l'agent en lui-même et donc faire de l'auto-labellisation qui nous sera proposée pour que ce soit quelque chose de plus dynamique et de plus opérationnel dans notre interface. Ces labels, donc on vient les créer, on vient en donner des valeurs, on vient les associer parce que ensuite l'ensemble de nos politiques, et pareil, ça ce sera des sujets qu'on pourra adresser ultérieurement quand on traitera la segmentation, mais notre segmentation, elle va ensuite s'appuyer sur ces labels. On ne crée plus une règle en disant telle IP a le droit de parler avec telle IP. On crée des règles qui vont être agiles et qui vont s'appuyer sur ces fameux labels pour nous permettre justement de dynamiser, de rendre agile notre sécurité et notre segmentation, quelle qu'elle soit. Et ça m'emmène sur la suite de la présentation, c'est-à-dire que avant de parler segmentation, avant de parler sécurisation, il y a des choses par lesquelles on ne peut pas oublier ce point de passage, c'est la visibilité. Pour sécuriser, il faut comprendre. Pour sécuriser, il faut voir ce qui se passe et il faut être en capacité à cartographier les différentes communications entre mes workloads. Pourquoi aujourd'hui c'est pas fait? Alors aujourd'hui, on a créé des segments réseau. On a mis les serveurs d'un côté, les endpoints de l'autre, les imprimantes dans un autre, on a du Wi-Fi guest, donc on a créé des morceaux de réseau, on a segmenté le réseau et c'est déjà une très bonne pratique, hein, bien évidemment, mais on n'a pas été plus loin. Pour deux raisons principales. La première, c'est que les équipements aujourd'hui, ils ne sont pas faits pour ça. Ils n'ont pas été pensés pour descendre à un niveau suffisamment bas en termes de workload pour faire une segmentation qui soit de la micro-segmentation. La deuxième chose, c'est que ça nécessiterait beaucoup trop de temps. De créer chacune des règles unitaires, machine par machine, avec qui elle a le droit de parler, comment elle a le droit de parler, qui a le droit de lui parler en retour. C'est trop complexe avec une architecture traditionnelle. Et c'est pour ça qu'une solution comme Illumio existe. Sauf qu'on s'aperçoit bien que notre option de visibilité, il va falloir qu'elle soit euh, pertinente et agile elle aussi. Et donc pour ça, c'est les labels qui vont nous permettre cette agilité. Mais il y a quand même quelques bonnes pratiques parce que on va ici parler de règles qui peuvent toucher des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de machines. On a des clients en France aujourd'hui qui protègent grâce à Illumio des dizaines de milliers de machines. Donc on imagine pour ces clients-là que quand on fait de la cartographie, bien évidemment, on ne peut pas tout afficher à plat. Il faut qu'on ait des filtres, il faut qu'on soit capable d'aller chercher les bonnes informations de manière fine. Et grâce à nos labels, justement, on va pouvoir filtrer tout ça, on va pouvoir rechercher, on va pouvoir faire des inclusions, des exclusions pour aller récupérer la bonne information. Il faut aussi se projeter sur la notion de visibilité, c'est que voir, c'est une première étape. Une étape indispensable, on en est tous conscients, mais c'est une première étape malgré tout qui veut nous amener à de la sécurité, à de la segmentation, à de la micro-segmentation. Et Illumio aussi, dans sa partie visibilité, va nous aider à ça. C'est que la visibilité, elle va exister sur une vue, ce qu'on appelle reportée, et une vue brouillon. Ça veut dire que je vais être capable de modéliser ma sécurité. Je vais être capable de comprendre avant d'appliquer une règle particulière, je vais être capable de comprendre les impacts. Qu'est-ce qui va être autorisé explicitement, qu'est-ce qui va être
interdit explicitement, qu'est-ce qui potentiellement serait interdit si je bascule sur ma sécurité d'un point de vue actif sur le endpoint. Donc, tout ça, ça va être très important et ça fait partie intégrante de cette notion de visibilité. On verra aussi, je vous le montrerai, il y a une notion de légende, il faut être capable de l'interpréter à minima. Et puis, il y a différents modes de visibilité qui vont parler plus ou moins aux uns aux autres. Il y a toujours des personnes dans les différentes démos ou dans les différents rendez-vous que je peux faire qui me disent, moi, je préfère avoir cette vue-là parce que c'est plus pertinent pour moi, ma compréhension est plus légitime. Donc, on verra qu'il y a différents modes qui sont proposés. Et très rapidement, pour parler de tout ça, je vais passer sur les quelques slides pour déjà avoir quelques visuels et ensuite on ira dans la console pour regarder en quoi comment ça s'organise dans la console. Donc ça, c'est typiquement une vue sans labellisation aujourd'hui qu'on pourrait avoir, hein. Je déploie mes agents, mes agents automatiquement ils se mettent en cartographie, enfin en visibilité, c'est le mode par défaut. Ça nous permet tout de suite et sans aucune action hein, de répliquer mes flux réseau au sein de cette cartographie. Mais on s'aperçoit ici, hein, j'ai une centaine, quelques centaines peut-être de machines, peut-être même pas d'ailleurs une centaine, et déjà ça devient compliqué. Donc l'idée encore une fois de la labellisation, ça va être d'obtenir quelque chose d'un peu plus compréhensif, d'un peu plus humain en termes d'appréhension de l'information, et donc d'être capable de schématiser l'ensemble de mes flux réseau. Et ça, c'est du réel, hein. On ne vient pas tracer des lignes, c'est pas non plus du statique, c'est de l'interactif. On est capable de manipuler cette cartographie et je vous le montrerai. Mais l'idée donc de tout ça, c'est de représenter au travers de nos labels, au travers des métiers qui sont portés par chacun de nos workloads, les flux pour savoir avec qui ça parle, comment ça parle, est-ce que ce flux est autorisé, est potentiellement bloqué, voire même est complètement bloqué. Donc cette labellisation, cette cartographie qu'on met en place, elle est vraiment visuelle, elle nous permet d'interagir ensuite à l'intérieur. Parce que l'interaction, ça va être pour comprendre, mais ça va être aussi pour créer nos règles de segmentation. Et donc, quand on crée des règles, en général, on aime bien plutôt notre vue trafic qui va ressembler à quelque chose d'un peu plus traditionnel, je dirais, comme un firewall aujourd'hui. On a les sources, on a les destinations, on a les services. Est-ce que c'est une règle d'autorisation? Est-ce que c'est une règle d'interdiction? Donc voilà, on va avoir un peu une vue plus traditionnelle, je le disais, comme dans un firewall qu'on connaît tous aujourd'hui, un firewall réseau, un firewall périmétrique. Mais cette fois-ci, on va bien voir qu'on va adresser des sujets, encore une fois, de labels. On autorise certains labels à discuter avec certains autres labels sur certains flux réseau. Et ces règles-là, elles vont nous permettre de créer des règles d'autorisation, des règles d'interdiction liées à notre niveau de maturité de sécurité. L'objectif d'Illumio, il faut le garder en tête, c'est de faire du zéro trust. Zéro trust network segmentation. C'est-à-dire que le zéro trust, c'est quoi? C'est que j'ai une règle par défaut qui dit si tu n'as pas une règle d'autorisation, c'est interdit. Donc on est vraiment sur de la liste blanche d'autorisation réseau. Mais on a tous conscience aussi que pour en arriver là, il y a un chemin à adresser. Et ce chemin-là, il peut passer bien sûr d'abord par des règles d'interdiction. Je sais ce que je veux pas. Je sais pas encore exactement ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas. Donc passer aussi par des règles d'interdiction et cette vue trafic va nous être très pertinente. On a une vue mesh de disponible qui nous permet de comprendre un petit peu le cheminement d'un flux réseau, d'un process à un autre process, d'une source à une destination. J'avoue, pour ma part, assez peu l'utiliser, mais en tout cas, elle a le mérite d'exister, elle a le mérite d'être dans le produit. Et puis, il ne faut pas oublier aussi une chose qui est essentielle dans Illumio, c'est qu'on ne traite pas seulement les machines physiques ou virtuelles, on traite aussi les instances cloud. C'est-à-dire que dans Illumio, on a cette capacité à venir se plugger sur les hyperviseurs, les hyperscalers du marché, les grands du marché en tout cas, hein, les Azure, les AWS, les GCP, les OCI, les Oracle Cloud Infrastructure. Et l'idée de ces connexions, c'est de pouvoir travailler sans agent en parlant directement avec les couches basses de ces hyperscalers. Et en pouvant vous permettre d'avoir une visibilité, là aussi une cartographie des communications qui peuvent s'opérer d'un élément cloud à un autre élément cloud, voire même entre les clouds. Et ça, c'est assez unique en soi. C'est-à-dire que vous allez être capable de comprendre les discussions qui sont opérées par des ressources cloud
Si vous êtes hybride, entre des ressources qu'il y a dans AWS et entre des ressources qu'il y a Azure, on a tendance à imaginer que c'est des choses qui vont être segmentées. Ça ne l'est pas forcément. Et donc justement, avoir cette visibilité qui nous est apportée va vraiment apporter de la valeur là-dedans. Donc, il faut bien comprendre que Illumio, hein, c'est une plateforme globale qui va nous permettre d'adresser aussi bien les serveurs des euh, data centers on-prem ou data center cloud, que les instances cloud. Donc, même quand vous n'avez pas la maîtrise de la machine et que vous ne pouvez pas installer d'agents, on aura quand même la capacité dans les instances cloud à aller apporter de la visibilité et de la segmentation. Mais aussi, on peut penser aussi au endpoint, hein. L'agent Illumio, il est complètement compatible et fonctionnel sur les OS clients. Et donc, je peux aussi gérer ma segmentation et ma micro-segmentation jusqu'à mon endpoint. Donc, vraiment pour adresser le panel complet, endpoint, serveur, cloud, de manière globale et dans une seule console. Donc, l'idée, je vous le disais, c'est de vous montrer tout ça. Et donc, je vais basculer dans ma console. Et je vais commencer d'ores et déjà par la partie cartographie. Ok. Donc dans cette console, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments. Je ne vais pas passer dans tout, loin de là. L'objectif ici, c'est de vous montrer un petit peu les outils qui sont à notre disposition pour la partie visibilité. Première étape, donc cette cartographie, on va retrouver donc nos filtrages en haut qu'on peut utiliser. Ici, on est sur voilà, la requête de base qui m'affiche l'ensemble de mes labels groupés par localisation, puis ensuite les environnements, hein. Donc si j'entre par exemple ici, je suis dans la localisation Londres, on voit que dans ma localisation Londres, j'ai deux euh, environnements, production et staging. Si je rentre dans production, je vais rentrer dans mes applications. J'ai trois applications, une application de commande, une application paiement et une application Swift. Donc, on imagine qu'on est chez un client ici qui est lié à un monde un peu financier, en tout cas. On va retrouver ici sur la partie gauche la possibilité. Donc, cette carte, elle est interactive, hein, je le disais. Vous avez vu, j'ai déjà cliqué, j'ai fait du drill down à l'intérieur. Mais je peux aussi, donc, en sélectionnant une entité, voir directement, j'ai double-cliqué, je voulais simple-cliquer, voilà, avoir le contenu de cette bulle applicative, donc ordering, avoir quelques informations justement sur les workloads qui composent, cette application, s'il veut cliquer, mais il veut pas. Donc voir des informations qui sont liées à mon application ici. Et toutes ces notions-là, en fait, je vais pouvoir aussi avoir des informations qui sont représentées visuellement. Donc déjà, il y a des codes couleurs, on le voit, mais il y a aussi des logos, il y a aussi les cercles qui peuvent être plus ou moins foncés. J'ai des couleurs au niveau des flèches. Tout ça, ça vous est stipulé, hein, dans la légende, je le disais, pour comprendre exactement ce qui peut être traité. Vous voyez qu'on a typiquement des machines. Donc là, il vous explique les différents encadrements, les différentes couleurs, jeux de couleurs qui peuvent opérer, les différents liens de trafic qui peuvent être vus avec des règles qui sont forcées en mode blocage ou autorisation et des flux de découverte plutôt qui sont basés sur nos politiques de sécurité. On a aussi ces notions de type de nœud. Vous voyez qu'on sait traiter donc des serveurs, traditionnellement, je dirais, mais on sait aussi gérer des conteneurs. Donc, si vous êtes dans un environnement Kubernetes, par exemple, on saura tout à fait identifier chacun de vos conteneurs avec ce qu'on appelle le CVEN, donc le VEN, mais au format conteneur, qui nous permet de représenter aussi sur la cartographie des objets de ce type-là pour en comprendre la communication. Euh, L'autre élément qui est essentiel sur cette cartographie, c'est pas seulement, je le disais, la représentation graphique, c'est les deux modes de vue qui nous sont mis à disposition. Ici, vous voyez qu'on est en mode Reported View. Ça signifie que ce que je vois ici, la couleur des flèches, m'indique une chose, c'est qu'actuellement, sur ces veines, ces flux-là, donc pour vous dire, un flux orange, ça signifie quoi? Ça signifie que le flux, il passe actuellement, il fonctionne, mais que de par mon déploiement, si demain je passe sur un mode zéro trust, hein, c'est-à-dire tout ce que je n'ai pas spécifié est implicitement interdit, les flèches orange m'indiquent que oui, aujourd'hui ça passe, mais fais attention, si tu passes en zéro trust, ces flèches-là seront bloquées. Okay. Et donc ça, c'est ma vue reportée, c'est-à-dire que c'est la vraie vie, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur mes machines. Maintenant, quand je suis dans une notion de modélisation de ma sécurité, j'ai envie d'ajouter une règle, j'ai envie de supprimer une règle, j'ai envie d'altérer, d'autoriser des choses ou d'interdire des choses, ben, j'ai envie de la modéliser. Et donc, je vais avoir un modèle en vue
brouillon. Cette vue brouillon, en fait, bah, vous allez voir que les flèches, elles changent, les couleurs changent pour une raison, tout ce qu'il y a de plus simple, c'est que dans mon brouillon actuel, j'ai des règles et que ces règles, elles vont peut-être faire passer un flux qui est actuellement autorisé sur un flux interdit. Ou inversement, un flux qui n'avait pas encore de politique d'autorisation, c'est-à-dire il était orange, bah, il va passer au vert parce que oui, dans mon brouillon, j'ai bien créé une règle spécifique pour définir et autoriser cette règle-là. Donc, on va vraiment avoir cette possibilité dans la cartographie de concevoir, de modéliser donc notre environnement. Comme je disais, cet environnement, donc, il est interactif, on peut travailler à l'intérieur et on peut double-cliquer et rentrer dans les environnements. Alors là, j'ai une carte qui est un petit peu dense, hein, et on se rend bien compte que quand on va avoir beaucoup de ressources, bah, ça va devenir de plus en plus dense. Donc, ne pas hésiter surtout à utiliser ici les filtres. Donc, par exemple, je vais dire, bah, moi, je voudrais filtrer dans mes destinations. Je veux que ce soit à Londres et je veux que ce soit justement staging, par exemple. Donc, je vais venir filtrer par mes différents labels, justement. Je peux filtrer aussi sur la notion horaire. Donc, depuis combien de temps je veux représenter les flux qui sont indiqués. Et je vais lancer ma requête. Alors, on est sur une plateforme de démo. Il peut y avoir un peu de latence. Mais globalement, on va pouvoir travailler à ce niveau-là directement dans l'interface. On va aussi pouvoir avoir une autre présentation. Je vais le laisser travailler et s'afficher. Voilà, donc pour mon site de Londres, j'ai un certain nombre donc, de communications qui sont faites. J'ai nettoyé un petit peu. Ces communications, c'est les communications donc, à destination de Londres en mode staging qui m'est proposé. Mais j'ai peut-être des informations qui ne me sont pas utiles. Par exemple, la notion de localisation, pour moi, c'est peut-être pas un critère intéressant. On voit que par défaut, c'est groupé par tout ça. Mais je peux enlever la partie localisation et commencer tout de suite au niveau environnement, voire même commencer tout de suite au niveau application parce que j'ai envie de comprendre les discussions applicatives qui sont faites. Pour moi, je sais que j'ai déjà filtré par Londres et staging. Finalement, ça ne m'intéresse pas d'avoir les notions qui sont représentées sur ma cartographie. Donc, vraiment, pouvoir travailler avec ces objets-là. Au sein donc de mon point of sale, je vais avoir la partie DB. Donc, si je clique dessus, j'ai un focus qui est fait sur cet objet-là, hein. À l'intérieur de mes bases de données, j'ai peut-être une machine, j'ai peut-être des dizaines de machines. Encore une fois, pour moi, j'ai identifié un rôle. Je ne travaille plus donc sur de la donnée technique, mais bien de la donnée logique. Et donc, dans ces éléments-là, on va avoir les différentes informations, les différents flux. Je vois que j'ai des flux qui sont au vert, je vois que j'ai des flux en orange, je vois que j'ai des flux en rouge. On peut aussi, donc pareil, se dire, bah, montre-moi dans mon flux, je vois que mon flux database, il est quand même bien sollicité. Montre-moi bah, tous les flux qui discutent d'une base à une autre base. Alors toujours dans ma destination Londres staging, j'aimerais voir si j'ai des communications, peut-être des réplications qui sont faites entre différentes bases de données, mais de différents environnements et de différentes localisations. Pareil, on va venir bien identifier de manière spécifique le contenu et la communication qui peuvent s'opérer. Et donc de manière plus détaillée, on va s'apercevoir que oui, en effet, mon rôle database, il est bien consommé, utilisé par d'autres applications de paiement et de commande. Et donc, c'est bien des flux qui sont identifiés. Par contre, on s'aperçoit aussi que j'ai des flux soit clairement interdits. Donc, pareil, hein, je peux tout à fait cliquer sur ce flux et avoir le détail du flux en lui-même. Euh, mais on aura peut-être plutôt tendance à se dire, quand on veut rentrer dans la compréhension des flux, à basculer sur notre vue trafic, justement. Là où ça va être très intéressant, c'est que quand on bascule d'une vue à l'autre, les filtres demeurent. Okay, donc le calcul, il est déjà fait, il est déjà là. Et ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on va avoir justement nos règles qui sont définies pour cet environnement-là. Ici, on voit qu'on a deux types de colonnes, hein, les politiques en brouillon et les politiques reportées. Donc là, typiquement, dans mon brouillon, j'ai des éléments qui font que cette règle-là, en tout cas cette communication-là, si j'applique mon brouillon, elle va passer en mode denied, alors qu'il n'y avait actuellement pas de règle de définie.
Ça signifie quoi? Ça signifie que dans mon brouillon, bah, pour les machines ici Postgre qui sont utilisées, je vais passer sur un mode zéro trust. Et donc le fait qu'il n'y ait pas de règles, ici, je ne suis pas sur un mode zéro trust, donc ça signifie que ben, comme tu m'as pas dit que tu étais en mode zéro trust, du coup je la laisse passer. Par contre, si tu passes en mode zéro trust, c'est ce que je disais, attention, la règle par défaut, c'est un denied. Donc, je peux identifier d'ores et déjà que si je bascule, si j'applique mon brouillon, ce flux-là, il passera plus. Normal, pas normal, ça c'est pas à moi de le décider, mais en tout cas, vous aurez bien sûr la possibilité sur ces règles-là directement. Encore une fois, je suis en lecture seule moi sur cette interface, mais on a normalement des boutons additionnels qui vont nous permettre d'aller euh, créer une règle automatiquement basée sur ces critères-là pour justement autoriser notre règle et avoir la communication qui soit adéquate. Si je supprime ici la partie source, donc pour avoir une vue un petit peu plus globale des trafics, euh, on va avoir la possibilité donc de voir pas seulement les flux d'une base vers mes environnements load staging et database, mais plus globalement tout ce qui va discuter avec ma database. Euh, ok, ici voilà, c'est ça que je cherchais. Donc ici j'ai une règle d'autorisation. Pareil, on peut cliquer sur cet élément-là pour qu'il nous dise quelle est la règle justement qui vient autoriser ce flux. Okay. Ici j'ai un global deny normalement qui est donné et qui va par contre donc global deny, ça c'est le nom de la règle hein, globalement pour vous dire à quoi elle sert. Elle sert à éviter les mouvements latéraux et à appliquer des règles de durcissement pour tous les environnements type bastion. Ici, on voit que les flux RDP SSH ne sont autorisés qu'au travers de mes serveurs de jump. Et donc, c'est entre autres pour ça que dans mon cas, j'ai bien un eload qui est indiqué. Parce que oui, c'est du SSH, on voit que c'est PuTTY, mais on voit surtout que ma source, c'est bien un de ces éléments Jumpbox. Donc, lui est autorisé à passer, à faire du SSH parce qu'il est légitime, d'après ma règle, à traverser et à utiliser ce protocole SSH. Donc, on a vraiment ce détail-là qui est disponible. Je vois que le temps passe, je vais accélérer un petit peu. La vue mesh, je vous le disais, donc qui nous permet toujours, on conserve les filtres et ça vous permet de comprendre un petit peu ce qui est discuté et comment ça discute. Mais surtout, on va avoir la possibilité d'avoir dans ce qu'on va appeler les applications des groupements qui sont opérés au niveau des labels. Hein. Il y a deux labels principaux qui sont définis. C'est le label application et le label environnement. Et donc, automatiquement, la solution va venir faire des groupements basés sur ces deux labels et vous proposer en fait une vue qui soit déjà un petit peu plus identifiable, un petit peu plus centrée sur justement ce qu'on appelle des application groups et ce qui vous permet d'identifier qui discute avec mon application group. Ici, j'ai pris AD Prod, donc en l'occurrence vers mon Active Directory, qui discute avec lui et avec qui discute cet objet-là. Ça nous permet d'avoir une vue un peu plus synthétique, un peu plus centrée. Et souvent, les application groups, en fait, c'est des cas d'usage. C'est quand on déclare, quand on identifie les cas d'usage initialement, je veux sécuriser tel type d'environnement, je veux sécuriser mon Active Directory, je veux sécuriser mon application de finance, je veux sécuriser mon environnement Dora. En fait, ça se représente très souvent justement par un application group et ça nous permet d'avoir une vue synthétique sur cet élément-là. Je vais finir par juste un aspect qui est intéressant aussi, je l'ai dit, c'est que ici, on parle d'une architecture, on va dire, traditionnelle. Alors, qui est peut-être hybride, hein, qui est peut-être un peu dans le cloud, un peu on-premise, mais sur laquelle j'ai pu installer des agents et sur lesquels je travaille. C'est mon infrastructure. On sait qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui travaillent dans le cloud et qui ne déploient plus une machine, mais consomment des ressources au travers des clouds. L'entité Beyond Trust, elle a tout à fait la possibilité d'aller rechercher des choses et je vais aller vite là-dessus. Je vais par exemple chercher, pareil, on va travailler par label. Je vais aller chercher toutes mes entités qui sont dans des objets de type compute au travers de mes différents clouds. On voit qu'ici, on a une connectivité AWS, une connectivité Azure. On voit qu'on retrouve toute la structure, hein, les fameux VPC, les fameuses régions de disponibilité pour AWS, pareil pour Azure. Et je vais pouvoir rentrer dans le détail, c'est-à-dire voir vraiment le trafic qui est opéré par mes différentes instances. Ici, c'est des instances EC2, ici, c'est des virtual machines, et comprendre en fait en termes de flux, qu'est-ce qui s'opère entre les différents objets. Donc on a une cartographie qui est en plus ici
presque un peu plus joli parce que dynamique, il y a des petites bulles qui circulent. Les bulles, c'est pas juste pour faire joli, c'est qu'il y a vraiment du trafic qui circule et je vais pouvoir comme ça les visualiser. On retrouve nos codes couleurs, on retrouve notre légende vert, rouge, orange aussi pour nos instances cloud. Encore une fois, ici, on est sans agent. On est venu se connecter, s'interconnecter avec les objets AWS et les objets Azure ici sur notre représentation. Et on est venu récupérer les différents objets qui composent notre tenant. Donc là, j'ai 9 instances de type, EC2 côté AWS et je peux comprendre avec qui elles discutent. Ben, on voit qu'il y a des discussions qui sont faites vers des IP externes qu'on représente chez nous par la partie IP list là-haut ou unknown IP. Et puis, on a aussi une gateway NAT qui est définie comme un objet et qui discute avec eux pour la communication des différentes machines. Je finis là-dessus du coup pour voilà, vous avoir montré que le côté visibilité, c'est quelque chose qui est extrêmement riche dans Illumio. Même sans parler de sécurité dans un premier temps, ben, on s'aperçoit que déjà voir, c'est déjà faire un très grand pas dans la compréhension et de comprendre où les compromissions peuvent apparaître. Et si j'ai un objet qui est compromis, où est-ce qu'il va être capable d'aller, comment il va être capable de se propager de manière latérale au sein d'un segment réseau, d'un site, d'un data center, d'une entité. C'est un élément qui est vraiment essentiel. C'est la première marche qu'il faut franchir, qu'il faut passer quand on veut faire de la microsegmentation. C'est une marche qui est indolore dans le sens où il n'y a pas de complexité. Oui, il y a du déploiement d'agents à réaliser pour que notre solution Illumio vous permette d'avoir une visibilité complète. Mais en dehors de ce déploiement qui nécessite aucun redémarrage, qui est non intrusif et qui n'entraîne aucune latence de par notre positionnement, mais encore une fois, j'en parlerai dans un autre épisode. Euh, Cet élément-là va nous permettre de vous apporter une réelle cartographie et une réelle compréhension des flux réseau qui existent chez vous. Quand je vous ai dit ça, bah, finalement, je peux finaliser cet atelier, cet épisode du Tech Talk Illumio. Je vous rappelle donc le lien pour pouvoir accéder au replay. Je vous rappelle aussi donc le lien d'inscription si vous souhaitez le donner à d'autres de vos collègues ou à d'autres personnes, n'hésitez pas. Vous êtes enregistré sur cette session, donc enregistrez-vous sur la suivante. La prochaine va parler justement du blocage, de comment on crée des règles d'interdiction. Encore une fois, on va passer un cap, on va avancer d'une étape. On a vu maintenant la partie visibilité qui pouvait nous être apportée. Bah, maintenant qu'on voit comment on fait pour bloquer des éléments qu'on sait dangereux ou périlleux. Et ça passera par des règles d'interdiction. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine session de Tech Talk Illumio pour parler blocage des vecteurs de propagation. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, au revoir.